en replay. Donc, je vous propose de vous présenter Marie-Dominique et Anne-Laure, si vous voulez bien. Marie-Dominique. Oui, voilà, je suis atteinte de la maladie de Parkinson. J'ai reçu le diagnostic en 2019, donc ça fait 4 ans maintenant. À ce moment-là, j'ai décidé il fallait que je fasse quelque chose et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. J'ai arrêté de travailler à la même période. Je travaillais à mi-temps les dernières années et je me suis mis à travailler donc de mi-temps. J'ai arrêté de travailler, je suis passée à la retraite. Comme j'ai 71 ans, c'était possible. La maladie de Parkinson a complètement modifié ma façon de vivre et c'est avec plaisir que j'ai répondu à pas à pas pour faire cette webinaire. Alors, moi, je suis Anne-Laure Ramelli, je suis psychologue. Je travaille à la fois au centre expert Parkinson de l'hôpital Henri Mondor, où j'exerce les fonctions de psychologue et où je coordonne également le programme d'éducation thérapeutique ActiPark. Je travaille aussi pour la filière nationale des maladies rares du cerveau Brain Team et j'ai également une activité de psychologue en libéral. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci vraiment d'être présente aujourd'hui. Marie-Dominique, est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot peut-être sur ton engagement en tant que patient ressource avec France Parkinson pour ce programme pas à pas? Oui, comme je l'ai dit, au moment où j'ai reçu ce diagnostic, qui était tout de même attendu un petit peu, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment je peux aider les gens. Donc il a fallu que je cherche et puis très vite j'ai contacté France Parkinson et en leur proposant de faire du bénévolat. Et j'avais été déjà, juste au début de la maladie, du diagnostic, j'avais été à une conférence à Paris là, sur le Parkinson. Et je me suis engagée parce que j'ai vu des gens qui étaient très, très, très engagés et très positifs. C'est une maladie qui est tout de même assez lourde. Merci beaucoup. Et donc, les patients ressources, ce sont ces personnes bénévoles formées par l'association qui propose depuis peu aux personnes nouvellement diagnostiquées un accompagnement individuel à distance par téléphone pour faire le point sur votre compréhension de la maladie, vos besoins, et puis vous orienter vers les ressources qui vous correspondent à vous. Dans ce programme, on propose aussi des ateliers collectifs, des groupes d'échange entre pairs, des conférences spécifiques, donc notamment ce webinaire. Et nous avons des groupes de parole en visio destinés aux personnes nouvellement diagnostiquées. Et je vous invite aussi, si vous ne le connaissez pas, à aller découvrir notre module d'e-learning spécifique que nous venons de créer pour les personnes nouvellement diagnostiquées sur notre plateforme d'e-learning. Si vous souhaitez plus d'informations et vous informer sur ce que nous proposons, je vous mets les coordonnées. Vous les aurez aussi à la fin de la présentation. Et puis surtout, à la fin de la présentation, dans le chat, je vous enverrai un lien avec un questionnaire que je vous invite à remplir afin qu'on sache aussi ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et il sera à ce moment-là possible de laisser vos coordonnées si vous souhaitez que je vous recontacte pour bénéficier de cet accompagnement. Évidemment, nous avons aussi dans ce programme des propositions pour les malades, quel que soit le temps du diagnostic, qui sont des propositions essentiellement proposées au niveau des comités. Ils proposent beaucoup d'activités, des ateliers collectifs, des conférences thématiques, mais aussi des groupes de parole entre personnes malades. Et nous avons aussi des propositions pour les personnes en âge de travailler, donc qui s'appellent les cafés jeunes Parkinson. Et nous avons aussi la possibilité de vous aider à financer 1 à 5 consultations chez un psychologue. Donc là, pour en profiter, pour tout ce qui concerne les activités du comité, vous pouvez vous rapprocher donc directement d'eux. Et pour tout ce qui concerne le soutien psychologique, vous avez une adresse mail dédiée. Voilà, bah écoutez, je ne m'attarde pas plus sur cette présentation puisque le cœur du sujet aujourd'hui porte sur la présentation d'Anne-Laure et de Marie-Dominique. Donc, je vous laisse, Anne-Laure, partager votre écran dès que vous le souhaitez. Et
À tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Parfait. Alors, bonjour à vous tous et merci beaucoup à France Parkinson de nous offrir ce temps de réflexion et d'échange ensemble. Donc, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette question, comment rebondir après l'impact de l'annonce de la maladie. Alors, l'annonce, c'est un thème crucial, c'est un moment charnière, hein, le début d'une nouvelle vie. Et même si ce n'est qu'une confirmation à l'issue d'un parcours de doute, pour tous, ça représente une césure, et une césure empreinte de brutalité, un basculement qui va rester à jamais gravé dans la mémoire. Et en fait, puisque elle signe le début d'une nouvelle vie, on va justement s'intéresser à ce passage vers cet après, et surtout réfléchir aux moyens de se mettre en condition pour réussir ce passage, pour le vivre le mieux possible. Alors, le vécu de l'annonce. On va prendre un petit peu de temps pour revenir sur ça. Et là, l'objectif n'est pas en fait de nous amener ou de vous amener à revivre des moments peut-être difficiles ou désagréables, mais surtout de vous donner des clés pour décrypter ce que vous avez pu vivre et puis vous permettre éventuellement de vous dégager de nœuds qui pourraient encore vous alourdir. Donc, au niveau de cette annonce, de la façon dont ça se passe, c'est déjà un moment qui est plein d'ambivalence. Parce que quand on arrive à la consultation, on attend du médecin la satisfaction d'un désir qui est contradictoire. D'un côté, on a envie d'ignorer et surtout d'infirmer les doutes suscités par les symptômes pour ne rien avoir à changer à sa vie, à sa vision du futur. Et puis d'un autre côté, on a envie de savoir. On voudrait justement confirmer ces doutes pour pouvoir mobiliser ses ressources contre la maladie. Donc, on se rend compte déjà que entre l'objectif du médecin et la façon dont le sujet va vivre les choses, c'est radicalement différent. Le médecin cherche à donner de l'espoir, à donner un sens, à poser des objectifs réalistes pour inciter à agir, à se faire soigner. Et le patient qui est en situation de choc va lui plutôt avoir envie de fuir cette situation. Et à ce moment-là, généralement, moi, dans ce que me rapportent les patients, dans les réactions, c'est souvent, on me dit, mais c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête, j'étais comme dans un tourbillon, noyée d'informations que je pouvais entendre, mais que je ne comprenais pas, ça n'avait aucun sens. J'ai eu un sentiment de chute sans fin, un tsunami. Donc, on voit l'impact majeur. Marie-Dominique, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez, dès ce moment, commencer à intervenir, faites-le très tranquillement. C'est exactement ce que j'ai ressenti en deux temps. Parce que j'ai eu un premier temps, le médecin m'a dit, le premier neurologue que j'ai vu m'a dit, non, t'inquiète pas, tu n'as pas de Parkinson. Bon, très bien. Et j'ai vécu, mais alors bien complètement détendu. Puis tout de même, au bout d'un moment, je suis retournée voir un autre neurologue. Et ils sont tous, je pense, c'est pas la qualité qui joue. Hein. Et ils m'ont dit, et le deuxième m'a dit, oui, tu as un Parkinson. Donc là, j'ai eu un soulagement, au contraire. J'ai pas eu la sidération, j'ai pas eu de choc, mais j'ai eu un soulagement parce que enfin, ça mettait un sens à ce que je ressentais dans mon corps. Oui, on va prendre le temps après justement de détailler ces différentes réactions et qui vont nous éclairer aussi à travers votre expérience. Donc, en tout cas, à l'issue de l'annonce, le premier constat, c'est souvent un constat de perte d'information. Parce que il y a des données médicales complexes qui peuvent être délivrées et associées au choc, ça peut entraîner des difficultés d'assimilation ou de compréhension, tout à fait légitimes. Et ça, c'est également associé à la question qu'on appelle de la représentation de la maladie et du système de croyance.
L'idée, c'est que avant même de pouvoir mettre un nom sur sa maladie, tous autant qu'on est, on se construit une représentation de ce qu'on vit. On explique les troubles par leur ressemblance avec d'autres choses qu'on a préalablement identifiées et expliquées. Par exemple, je me sens fatiguée, j'ai des courbatures, ben, je vais me dire c'est certainement la grippe. Et l'idée, c'est que la compréhension et l'impact de l'annonce diagnostique dépendent en grande partie des représentations qu'on a et des croyances, à la fois sur la santé en général et sur la maladie en particulier. Et ces croyances, elles sont liées à notre personnalité, à notre contexte culturel, familial et social. Elles comportent plusieurs dimensions. Donc, il y a ce qu'on appelle l'étiquette de la maladie, c'est-à-dire comment elle s'appelle, quels sont ses symptômes. Il y a la cause, c'est-à-dire d'où est-ce qu'elle vient, à quoi est-ce qu'elle est due, et ça peut être soit une cause interne, comme on peut se dire que c'est lié à une maladie infantile, à une transmission familiale, ou externe, par exemple, à un événement. Ensuite, la troisième facette, c'est les conséquences. Est-ce que cette maladie laisse des séquelles? Est-ce qu'elle est mortelle? Et enfin, c'est l'idée de la thérapie. Est-ce qu'il y a des traitements? Donc, sur tous ces points, on a des croyances qui peuvent s'inspirer de connaissances issues de la recherche scientifique, mais aussi voilà, être des constructions originales en fonction de notre personnalité, de notre histoire. Et l'idée, c'est que quand même, au moment de l'annonce, toute l'information qu'on reçoit va être filtrée et interprétée en fonction de ses croyances. Et donc, c'est pour ça qu'on, légitimement, on ne va pas tout comprendre, on ne va pas tout entendre. Ensuite, l'idée, c'est qu'il y a aussi une différence entre ce qui est entendu quand on est en situation de choc, comme Marie-Dominique nous l'a expliqué finalement au moment de l'annonce, et ce qui est dit par le médecin. Et là, c'est souvent très différent. Quand le médecin il dit vous avez une maladie de Parkinson, ben parfois on n'entend pas du tout ça. Dans ce que me racontent les patients, il y a moi j'ai entendu mais n'importe quoi, ils se trompent, moi je tremble pas. Ou alors je suis comme ma mère, ou oh, je vais finir en fauteuil roulant, ou je vais pas pouvoir profiter de mes petits-enfants. En tout cas, vous voyez, c'est très différent. Je ne sais pas vous, Marie-Dominique, si vous vous souvenez de ce que vous avez entendu réellement à ce moment-là, ou ce que vous avez quand le médecin vous a annoncé. Quand on m'a fait le diagnostic de Parkinson, j'ai été soulagée. Ouais, ça on va revenir après, justement. Franchement, je n'ai pas remis. Voilà, ouf, enfin, il y a quelque chose qui explique mon état. Quelque chose qui globalise tout et qui explique. C'est pas je ne me fais pas des histoires, quoi. Ouais. Donc c'est finalement, c'était cette idée de confirmation. C'était, vous avez une maladie de Parkinson, bah peut-être vous avez entendu, j'ai bien quelque chose, quoi. Oui, voilà. C'était pas il se trompe, c'est vraiment bon. Voilà, je sais ce qu'il faut combattre maintenant. Voilà. Donc, il y a cette histoire du dit et de l'entendu, puis il y a cette histoire du ressenti et du escompté. Par exemple, quand le médecin a pour intention de dire les choses progressivement pour que les choses soient peut-être plus douces à entendre, le ressenti peut être, j'ai l'impression qu'on me cache des choses. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que c'est quand même, c'est très ambivalent, encore une fois. Et puis, il y a cette question du bouleversement, avec l'idée que, à la fois pour le malade, mais aussi pour les proches, l'annonce a une véritable portée traumatique, même quand le diagnostic a été pressenti ou anticipé, et même quand les conditions de l'annonce ont été idéalement remplies par le médecin. Et qu'à ce moment-là, la nature du choc et les ressources pour y faire face, l'état et les réactions du patient pendant et après l'annonce vont dépendre de plusieurs facteurs, incluant donc la personnalité, c'est-à-dire ce qu'on est, l'histoire individuelle, la valeur symbolique de la maladie qui est propre à la famille, mais qui est aussi influencée par le regard que porte sur cette maladie la société, la qualité de l'environnement affectif, est-ce qu'il y a un soutien des proches ou est-ce qu'on est seul? Quelle est la dynamique du couple à ce moment-là? La structure familiale, selon qu'on est ou pas des enfants? Le contexte socio-professionnel, est-ce que c'est un moment de crise, une période de stabilité? Et puis l'environnement matériel. Donc en tout cas, tout ça va avoir pour conséquence des
des incompréhensions, des mésinterprétations, ça va générer des doutes, des remises en question. C'est souvent responsable de confusion, d'angoisse, de ressentiment. C'est un bouleversement total et tout l'enjeu à cette phase-là, c'est de retrouver des repères. C'est ce que vous disiez justement, Marie-Dominique, tout à l'heure, disant que finalement, maintenant, vous saviez contre quoi il fallait lutter. Oui, parce que on se fait tout de même une idée de la maladie de Parkinson, des gens tristes, des gens anxieux. Moi, je suis pas triste, je suis pas anxieuse. Donc, il fallait que je m'y retrouve. Et donc, voilà. Maintenant, après l'annonce, en fait, on change de statut et on a une facette de plus dans ce qu'on est. Dorénavant, on devient une personne malade. Et l'idée, c'est comment, à partir de là, surmonter l'annonce, s'adapter, se reconstruire, donner un sens à ce qu'on vit et ce qu'on ressent et penser à un autre projet de vie. Alors, ce changement de statut, ce passage de personne saine à personne malade va conduire à finalement une modification identitaire, une sorte de crise de l'identité. On l'a vu, la maladie va provoquer des bouleversements extérieurs, mais surtout aussi intérieurs, soit associés au sentiment d'avoir changé, de n'être plus la même personne, des questions sur le sens de la vie, sur ses valeurs, et ça a été théorisé, le statut de malade, ça donne des nouveaux rôles à endosser, un rôle particulier, un malade, ça a des choses à faire, ça a des choses à être. Donc, par exemple, il y a certaines responsabilités ordinaires qui vont lui être exemptées. On attend une certaine soumission à l'autorité médicale et puis une motivation à se soigner, ce qui n'est pas simple. Or, l'identité, c'est quoi? C'est un système de représentation, d'images, de sentiments à partir duquel on se définit. Et puis, il y a des notions qui sous-tendent ça, c'est l'ancrage, la cohérence, la positivité. Et quand on prend ce nouveau statut de malade, on risque de ressentir un peu de discontinuité avec conscience que le retour à un état antérieur va être impossible. Parfois un sentiment d'incohérence aussi, de se dire de plus avoir ses repères, justement. Et puis, une certaine négativité autour d'une perception négative de soi et associée donc à parfois une mauvaise estime de soi, c'est-à-dire finalement un sentiment de perte de valeur, un sentiment d'infériorité où on a l'impression que ses potentialités sont minimiser, un sentiment d'insécurité et puis parfois de discrédit qui peut amener un repli sur soi, un retrait social. Donc, encore une fois, une situation de crise. Et puisqu'on est en crise, il va falloir se réajuster et ça veut dire restructurer son style de vie, parfois adopter de nouvelles valeurs. Tout l'enjeu étant de trouver un nouvel équilibre, d'intégrer la nouvelle identité de malade sans pour autant s'y réduire. Y faire une place, mais pas toute la place. Garder en mémoire le soi passé, mais vivre le présent et repenser l'avenir. Et c'est cet ajustement qui va signer l'adaptation à la nouvelle réalité que constitue la maladie. Et donc maintenant, on va voir quels sont les processus psychiques qui vont être mobilisés pour pouvoir mettre en œuvre ces ajustements. Et là, bon, on va revenir à un poncif, le travail de deuil, sur lequel on va quand même s'arrêter un petit peu. Alors, le travail de deuil, c'est quoi? C'est l'idée, c'est que la survenue de la maladie et l'annonce de son diagnostic vont amener à leur suite une série de pertes psychiques. En fait, suite à ces pertes, il va y avoir tout un travail de deuil à effectuer par la personne, le deuil de la santé perdue, le deuil de ce qu'on est, de ce qu'on pensait devenir, à la fois sur le plan personnel, sur le plan physique, psychique, social, familial. Et donc, il va falloir surmonter différentes étapes. Alors là, j'ai simplifié un modèle qui était celui d'Elisabeth Kubler-Ross en conservant quelques-unes des étapes dont elle nous fait part. Donc, la première, c'est l'étape de choc sur laquelle on a déjà
on a déjà parlé, le choc qui peut se traduire par une réaction d'effondrement, des patients qui disent j'étais KO, des réactions de sidération, un arrêt sur image, des réactions de soulagement comme celui de Marie-Dominique, un soulagement paradoxal mais qui finalement a du sens pour confirmer des doutes et pouvoir amener justement une attitude plus active, une réaction de révolte, pourquoi moi? Et tout ça amenant à l'ébranlement identitaire dont on a parlé juste avant, et aussi à beaucoup de stress. La deuxième étape, ces étapes, encore une fois, n'étant pas, même si elles sont présentées de manière distincte, des étapes qui se présentent de manière linéaire. Elles peuvent s'entrechoquer, revenir. C'est plus dans un souci de cette typologie, elle est plus dans un souci de clarté que pour représenter vraiment une linéarité. Donc la deuxième étape, c'est celle du déni. C'est quand le sujet refuse d'accepter ce sort qu'il n'a pas du tout désiré, et ça se traduit par des méfiances envers le corps médical, du doute envers le diagnostic, des demandes à refaire des examens ou à faire des examens complémentaires, un sentiment de solitude, de se sentir incompris. Et ça signe au plan psychique un refus, le refus de la perte de l'objet santé. Est-ce que vous êtes passée, Marie-Dominique, par cette phase ou pas tellement? Un petit peu, oui, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont à peu près au même niveau de moi de la maladie, alors qui sont en plein dedans, hein, et qui ne bougent pas, hein, qui refusent d'être malades, qui veulent vérifier, il s'est trompé, c'est moi qui lui ai induit le diagnostic, donc oui, ça existe. Alors, ouais, alors c'est un point important là que vous soulevez, c'est que c'est une étape qui est classique et qui n'est pas en soi pathologique. Ça peut devenir cette étape pathologique quand le déni est massif et qu'il perdure, mais au moment de l'annonce, c'est vraiment un processus normal qui va protéger de l'angoisse et préparer en fait la mise en place de processus ultérieurs plus souples, hein, de mécanismes de défense plus souples. Donc voilà. La troisième étape, c'est une phase de transition qui se réalise finalement dans un mouvement dépressif. C'est un temps où on peut apparaître de la culpabilité, des ruminations, de la colère vis-à-vis, par exemple, du corps médical jugé insatisfaisant, vis-à-vis des autres personnes en bonne santé, de l'agressivité avec parfois des temps auto ou hétéro-agressifs. Et on est souvent à cette étape repliée sur soi, on a des contacts sociaux moins faciles, on n'a plus envie de rien. En fait, il s'agit progressivement, on prend conscience qu'on est malade, qu'il s'agit d'une maladie chronique, que ça va durer et qu'il va falloir y faire face. Et c'est pourquoi donc il y a des épisodes dépressifs qui surviennent généralement pendant cette troisième phase. Donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt dépressivité que dépression, parce que c'est pas tout à fait superposable à ce qu'on appelle un syndrome dépressif. Et c'est donc la prise de conscience de la perte. Et justement, donc je voudrais faire un petit focus sur dépression et sur apathie, parce que c'est un point important par rapport à la maladie de Parkinson. Donc, dans la dépression, il y a 3 grandes dimensions. Il y a la question de l'humeur dépressive, la tristesse, en fait, qui implique une vision pessimiste du monde et de soi. Et la question du ralentissement psychomoteur avec une perte d'élan vital, une diminution des forces pulsionnelles, et puis un ensemble de symptômes somatiques, parmi lesquels l'amaigrissement, l'insomnie, la baisse de libido. Comme vous pouvez le voir, c'est un syndrome qui va être difficile à évaluer chez les Parkinsoniens, et en particulier du fait de la question de l'apathie. L'apathie, c'est la diminution des comportements dirigés vers un but, ainsi que des émotions qui les accompagnent. C'est un trouble de la motivation, qui se traduit par donc pas mal de choses, qui a aussi un aspect multidimensionnel, qui touche, comme la dépression, à la fois la cognition, avec un ralentissement intellectuel, des difficultés à se décider. Ça touche aussi, donc on voit les émotions, avec ce qu'on appelle un émoussement affectif, et le comportement, avec un ralentissement moteur, des gestes raréfiés, une expression du visage qui peut être réduite, une voix monocorde, avec parfois une perte de prosodie. Et cette apathie
parkinsonienne, comme vous pouvez le voir, a du coup un fréquent recouvrement des symptômes avec ceux de la dépression, ce qui peut rendre leur évaluation à chacune parfois difficile à faire et il peut y avoir des confusions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'entre la dépression donc réactionnelle à l'arrivée de la maladie et l'apathie proprement parkinsonienne, tout ça va amener donc des possibles altérations de l'état psychique et va amener à une complexification du travail de deuil qui, encore une fois, est un processus. Revenons justement sur ce travail de deuil. À l'horizon, il y a ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation étant un terme qui est évidemment complexe à entendre à cette étape, mais dans ce qu'on veut dire par là, c'est un temps finalement de récupération. C'est le moment où on peut investir de nouveau d'autres secteurs de vie que la maladie, où on accepte la perte narcissique pour pouvoir se réinvestir dans le monde extérieur, se tourner de nouveau vers le monde. On apprend à vivre avec la maladie et on peut donc se tourner vers les autres en envisageant de nouveau un avenir. C'est le temps donc de la reconstruction de soi. Et c'est une phase, c'est un horizon. Donc, oui. Pardon? On réapprend d'autres choses. On a un nouvel apprentissage qu'on doit faire sur ce qu'on aime, ce qu'on a envie d'aimer à nouveau, ce qu'on a, enfin, plein de choses, quoi. On peut se réouvrir à d'autres choses à ce qu'il y avait avant. C'est ça. Et quand encore une fois on vous présente ces phases, c'est vrai que ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand même ces différentes phases, elles peuvent s'associer ou se succéder dans le temps. Et que parfois, on a pu passer par une étape, par exemple se sentir dans cette phase-là d'acceptation. Et puis une nouvelle étape, un moment difficile à vivre, peut nous amener à une sorte de rechute en quelque sorte et devoir à revivre un temps de refus, de déni ou un temps de tristesse ou un temps de choc, et puis on repart. Voilà, c'est encore une fois, même si on les présente de manière linéaire, ce n'est pas un temps linéaire. Voilà, maintenant, pour faire face... Confirmer ce qu'on a fait. Ouais. C'est une confirmation de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ouais, pour pouvoir se réancrer. Et maintenant, donc, on arrive à on va se concentrer sur cette idée de faire face. Faire face, c'est associé à la notion de capacité d'adaptation. Et les capacités d'adaptation, ça, elles ont pour fonction de maîtriser les événements stressants de la vie et la maladie. L'arrivée de la maladie est un événement stressant. D'anticiper des changements, de redonner du sens et de retrouver ce sentiment d'être acteur de sa vie. Alors, elles aussi, elles dépendent de la personnalité, de l'état émotionnel, de l'environnement. Et ce qui est important donc de garder en tête, c'est que les mobiliser, ça permet de diminuer l'impact de l'événement aversif, en l'occurrence la maladie, sur l'équilibre psychique et physique, et ça va aussi, et peut-être surtout, permettre de maintenir une adaptation au plan psychique et au plan social. Donc, là, on va se fonder pour cette analyse sur le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman, et dont je me suis inspirée pour faire un focus sur 4 stratégies. La première, c'est celle où on se centre sur le problème. C'est une stratégie qui est mobilisée dans des situations susceptibles d'évoluer, donc en l'occurrence la maladie, ou quand les difficultés peuvent être concrètement résolues. C'est un comportement actif qui se traduit par exemple par de la recherche d'informations, par une organisation de l'action autour de l'élaboration de plans, une réévaluation positive de la situation, et ça permet de se distancier de la situation finalement en envisageant des solutions à long terme. La deuxième manière de faire face, c'est une manière qui est centrée sur l'émotion. Là, il s'agit de diminuer la tension émotionnelle, en particulier dans le cas où la situation ne peut être pleinement modifiée. Par exemple, le fait d'avoir cette maladie, ça ne peut pas être modifié, mais ça peut malgré tout, on peut
mettre en place des choses. Et ça se manifeste. On va donc mobiliser là des capacités d'auto-adaptation. Ça peut être plein de choses. On peut mettre en place, et on va y revenir après, de la relaxation, de la distanciation, de l'humour. Là, je voulais faire aussi un petit focus sur des techniques issues de la communication non violente et un modèle qui a été développé par Marshall Rosenberg. L'idée étant, dans cette stratégie dans cette méthode de communication non violente, de partir du fait qu'on a tous des besoins et que ces besoins sont universels. Par exemple, on va avoir besoin de clarté, d'amour, de soutien, d'espoir, fluidité, confiance, sécurité, liberté. Ça, ces besoins, voilà, ils sont en tant que tels, ils ne sont pas critiquables. Ces besoins, ils peuvent être nourris ou non nourris, et ça va nous procurer des sentiments. Dans un besoin nourri, on se sent heureux, calme, ouvert, bien, quoi. Quand les besoins ne sont pas nourris, on ne va pas se sentir bien. On va se sentir irrité, découragé, nerveux, confus. Et pour nourrir donc ces besoins, on va mettre en place ces stratégies. Et c'est là où les choses sont discutables et c'est là où on retrouve cette capacité d'action. L'idée, c'est d'identifier des stratégies qui nous permettent de nous relier à nos besoins, de nourrir nos besoins pour justement éprouver des sentiments positifs et pouvoir aller de l'avant en sérénité. Ça, c'est utile dans le cadre d'une maladie chronique parce que ça permet de ce qu'on appelle diminuer le vase des tensions, vous voyez, de partir d'un stress maximal en vidant ce vase des tensions, devenir de plus en plus détendu et zen. Et ça va au contraire remplir notre batterie d'énergie en nous permettant de passer d'un état qui est plutôt plat, en mode économie d'énergie, à devenir de plus en plus en forme, ressourcé, voire rayonnant. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, je trouve, pour permettre justement dans cette partie de faire face en gérant ses émotions. Je trouve que la communication non violente est une technique qui ouvre beaucoup de perspectives. Voilà, et c'est pour ça que je voulais qu'on la partage ensemble. Revenons donc à nos stratégies. On a aussi celle qui est centrée sur le support social. Ça correspond à une recherche d'aide extérieure, une attitude active d'ouverture vers l'autre pour combattre la solitude et qui peut aussi se traduire justement par un militantisme dans des associations. Et par exemple, on parlait des patients ressources en introduction. Clairement, ça fait partie aussi de ce type de ressources qu'on va mobiliser à ce moment-là. Et enfin, il y a une dernière stratégie, c'est un grand type de stratégie. Encore une fois, là, j'ai simplifié le modèle beaucoup plus complexe qui existe. Il y a des livres entiers sur ces sujets. Mais l'idée, c'est donc des stratégies qui sont centrées sur l'évitement, qui correspond à la recherche de distraction pour éviter d'affronter directement le problème. Marie-Dominique, est-ce que vous voulez rebondir sur ce point-là ou pas? Non, globalement, c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Moi, j'ai été beaucoup dans la recherche d'informations, dans cette situation beaucoup moins dans le... Et il a fallu en même temps, je suis passée à la retraite, donc il a fallu que je change mes relations sociales et tout, donc ça a joué. Mais ça devait jouer, c'était obligé que ça se fasse. Voilà, et tout à fait, et c'est comme pour le travail de deuil, où même si on présente là une typologie de manière un petit peu comme si les choses étaient scindées, mais en réalité, tous autant qu'on est, on fait appel à ces différentes stratégies plus ou moins, et tout l'idée, c'est justement de ne pas penser qu'à une seule stratégie, mais à mobiliser l'ensemble des choses pour avoir une palette plus vaste, pour pouvoir faire face et agir de manière active. Voilà, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Souvent connectés. Oui, exactement. Et voilà, et même si parfois on peut être dans l'évitement, parfois ci, parfois ça, c'est pas en soi bon ou mauvais. C'est juste qu'en fonction des situations, ça peut être plus ou moins adaptatif et que si ça dure trop, ça peut devenir finalement ankylosant. Donc il faut penser à utiliser les différentes stratégies de manière à ne pas se consacrer
trop à la maladie, on est dans l'aliénation, ou être trop dans le rejet de la maladie, être contre elle, mais vraiment à lui faire une place et à lui faire une place juste. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est facile à voir sur le papier, mais difficile à mettre en œuvre en réalité. Voilà pour cette question du faire face. Donc maintenant, se pose à nous la question de rebondir. Donc pour amorcer le processus de reconstruction, il y a plusieurs choses. Et là, je voulais partager avec vous un sujet qui est l'éducation thérapeutique et son importance. Donc moi, au niveau du Centre Expert Parkinson, comme je vous disais en introduction, donc je co-anime et je coordonne un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle ActiPark et qui est proposé à la fois aux patients et aux proches aidants à toute étape de la maladie. Et c'est important parce que au-delà de l'annonce, au-delà des traitements, il y a toute la question du vivre avec qui est abordée dans des ateliers qui peuvent être collectifs ou individuels. C'est proposé dans d'autres centres. Hein. Là, je vous parle de celui de Mondor, mais ça existe dans de nombreux hôpitaux. Et à cette étape, l'idée, c'est de décrypter ce qu'on ressent, d'ajuster, de compléter les informations pour mieux comprendre la maladie, les symptômes, les traitements, mais aussi tout ce qu'on vit. Pour se repérer dans le parcours de soins, avec la maladie de Parkinson, il y a une approche multidisciplinaire qui est essentielle. Donc, qui fait quoi, à quel moment, le rôle de l'assistante sociale, des psychologues, la diététicienne, les kinés, les APA, toutes les personnes qui sont amenées à intervenir à un moment ou un autre de la vie avec la maladie. Et dans un objectif, voilà, de anticiper, prévoir, organiser, agir. Et ça, on le fait en lien, donc, ce programme avec à la fois des professionnels et toute une équipe de patients ressources qui interviennent à nos côtés, donc à la fois pour les patients et pour leurs proches. Marie-Dominique, est-ce que vous intervenez, vous, dans un programme d'éducation thérapeutique? Non, parce que je me suis inscrite à un programme d'éducation thérapeutique. Ça s'est passé pendant le confinement. Donc, il y a eu un problème et donc le programme a été extrêmement réduit. Il y a eu 3 ou 4 réunions, mais par contre, j'en ai tiré beaucoup de choses. J'ai retiré des contacts, la façon dont les gens se prenaient en charge, avaient envie de faire des choses. Et effectivement, oui, pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. Et on a trouvé un groupe efficace et moteur, avec un partage d'informations énorme. Ouais, c'est aussi les retours qu'on a en fait sur le côté très stimulant finalement et encourageant de l'éducation thérapeutique. Et c'est vrai que pour nous aussi, pendant le confinement, on est passé en distanciel. Aujourd'hui, on propose une offre mixte avec certains ateliers en présentiel pour les personnes qui préfèrent venir et être en lien direct, mais aussi des possibilités en distanciel pour ceux qui peuvent avoir par exemple des difficultés de déplacement ou un temps trop court pour pouvoir se rendre sur place. Mais en tout cas, c'est comme vous le dites, voilà, des retours qui sont autour de plus de clarté, plus d'élan, en fait, après avoir participé à ces ateliers. Très, très porteur. Ouais. Alors, ensuite, on a mis aussi l'accent sur l'anxiété qui advient après une annonce et puis le risque dépressif. Donc, au-delà de ce constat, l'idée, c'est quelles sont les pistes pour pouvoir y faire face. Donc, évidemment, on peut avoir des prescriptions médicamenteuses, parfois aussi des propositions de prise en charge psychothérapeutique qui peuvent être faites par des psychologues ou des psychiatres. L'idée, c'est que ces prises en charge donc, peuvent être de plein d'orientations différentes, des orientations psychanalytiques, systémiques, en prise en charge de thérapie cognitivo-comportementale. On a vu aussi des questions, par exemple, des pratiques autour de la communication non violente. Il n'y a pas, encore une fois, une bonne ou une mauvaise pratique. L'idée, c'est de trouver celle qui convient.
Et puis après, il peut y avoir aussi des difficultés de coût. Et là, comme le disait Alix en introduction, France Parkinson propose un accompagnement financier aussi pour certaines prises en charge pour pouvoir faciliter et surmonter ce biais financier, ce frein financier. Il y a aussi la relaxation qui peut apporter des clés. Et là, juste 2-3 petits points clés sur la relaxation. Il y a des éléments qui sont communs à toutes les méthodes. On va travailler sur le tonus musculaire, la modification des états de conscience et l'ajustement respiratoire. Ça, c'est pour toutes les méthodes. Mais on peut distinguer les techniques selon qu'elles ont un point de départ qui est plus corporel ou plutôt mental. Vous voyez, il y en a, par exemple, la méthode de Jacobson, ça va être vraiment, on va travailler le musculaire avec des alternances de contraction, de décontraction. Il y en a d'autres aussi assez physique, ça va être la méthode du training autogène de Schultz. On va se concentrer sur les sensations corporelles. On peut mettre dans ces techniques de relaxation aussi tout ce qui est du registre là, des techniques plus asiatiques, le tai chi, et ces enchaînements de mouvements longs, le qigong où on travaille la question de l'énergie et ça va être aussi un travail sur la respiration et des enchaînements de posture. On a tout ce qui est autour de la concentration sur les perceptions sensorielles. Et ça, on peut le faire tout un chacun de là où on est. Par exemple, contempler un beau tableau, écouter de la musique, sentir une odeur qui nous ramène dans une condition qui est agréable. Il y a un travail sur la respiration abdominale qui est très, très utile. On peut trouver ça aussi avec la cohérence cardiaque. Il y a plein de sites, qu'on peut trouver partout qui amènent à pouvoir faire ça facilement chez soi. Et puis, toutes les techniques autour de la méditation de pleine conscience, l'imagerie mentale, la sophrologie, qui sont également utiles pour pouvoir, qui sont dans des techniques de gestion du stress, voilà. Est-ce que vous, Marie-Dominique, vous avez fait appel à des aides extérieures, psychologues, relaxation à un moment ou à un autre de votre parcours? Du qigong, puis beaucoup beaucoup de relaxation et de qigong. Ouais. Mais bon, encore une fois, il y a eu le confinement. Voilà. Ah, ça a été un gros problème, hein. Mm. Mais bon, il y a tout de même ça repart et ça repart bien. Voilà. Effectivement, Et puis, si je peux me permettre aussi au niveau du soutien psy, on a quand même beaucoup de personnes qui sont nouvellement diagnostiquées, qui ont recours pour les aider à faire face. Donc, c'est vrai que c'est, je pense, très important dans le démarrage de la maladie d'y avoir recours. oui, c'est ça, parce que finalement, comme on l'a vu, c'est quand même un temps très, très difficile. Et l'idée de faire appel à un soutien extérieur, voilà, doit pas être perçue comme un échec, mais vraiment comme quelque chose qui permet de pouvoir accéder à des nouveaux outils pour pouvoir faciliter cette phase de rebond. C'est une ouverture, même. Ouais. Du coup, et le dernier point finalement sur les axes pour faciliter le rebond, c'est la place des proches aidants, avec une place essentielle et un rôle qui évolue au fil de la progression de la maladie. Au décours du diagnostic, ça va plutôt être un étayage psychologique, un soutien affectif et une chaleur, du réconfort. Et puis au fil de l'évolution de la maladie, il y a un rôle qui va évoluer avec un accompagnement autour de la remise en question des projets, parfois autour de la gestion du quotidien, mais en tout cas un rôle toujours présent et un investissement qui gagne à être reconnu et valorisé. Et encore une fois, à cette étape, les outils issus de la communication non violente avec des temps qui sont donnés pour reconnaître, valoriser, remercier par rapport à ce rôle permettent d'avoir une qualité relationnelle qui est préservée, voire renforcée. C'est vrai que là, tout le travail autour aussi de la psychologie positive voilà, permettent de gagner pour ce sentiment de reconnaissance et de renforcement du lien mutuel. En guise de conclusion, l'annonce
de la maladie de Parkinson marque certes la fin, une fin, dans la fin d'une vie dans laquelle la maladie était absente, impensée. Et en faisant passer la personne du statut de sujet sain à sujet malade, la maladie va transformer, comme on l'a vu, la représentation de soi. Elle change les repères, elle change les valeurs, l'image que l'on a de soi. Et elle va favoriser de ce fait le risque de développement de troubles identitaires, émotionnels et relationnels. Mais c'est aussi un commencement, le début d'un processus de reconstruction dans lequel, par rapport à ça, la mise en place d'ajustements émotionnels et d'adaptation relationnelle est nécessaire, comme on l'a vu. Il faut redonner du sens à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Il faut repenser un autre projet de vie, changer ses représentations de l'avenir. Et tout ça, c'est complexe, c'est difficile, mais c'est possible. Et ça vaut la peine vraiment de mettre de l'énergie là-dedans. Voilà, c'était le message qu'on voulait vous faire passer. Sachant que souvent, il y a des rechutes, enfin des rechutes entre guillemets, pour refaire la même chose et on recommence. Il faut avoir l'espoir. Voilà. Et c'est pour ça, voilà, de terminer sur ce petit mot, c'est autour de l'espoir et de l'espérance, comme retour à la vie. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Je voudrais juste rebondir en attendant peut-être les questions de notre audience. Marie-Dominique, tu dis, voilà, il faut parfois revenir sur ce processus. Est-ce que le fait que ce soit parfois cyclique et qu'on y revienne, c'est lié à la chronie? Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Ok, super. Est-ce que voilà, ce fait de revenir sur certaines choses, c'est lié à la chronicité de la maladie de Parkinson et à son évolutivité? Oui, je pense. Je pense que c'est majoré, en tout cas, très largement majoré par la chronicité de la maladie. Oui. Anne-Laure, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est clair qu'avec la durée de la maladie, il va y avoir une usure en fait au fil du temps. C'est-à-dire que non seulement il va falloir mobiliser ses ressources, mais en permanence, il va falloir les remobiliser. Il va falloir mobiliser ses ressources propres et mobiliser aussi celles de l'entourage. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette idée un peu de cycle et que face à cette usure, de retrouver au fur et à mesure du temps des soutiens pour pouvoir continuer à aller de l'avant, pour pouvoir remettre du sens. C'est pour ça, à la fois en soi, avec ses proches, avec des aidants professionnels qui peuvent être encore des psychologues, mais aussi avec les équipes médicales, avec les autres patients, comme on l'a vu dans les programmes d'éducation thérapeutique, les autres patients qui, eux aussi, par le partage de ces temps de chute et de rechute, redonnent aussi l'espoir que bon ben voilà, ça va, on a cette, je trouve que ce mot que vous avez dit, rebondir, c'est très juste. C'est cette idée de on rebondit et on retourne. Alors oui, il y a de l'usure, mais il y a la possibilité du rebond. Super, merci. Alors, c'est une question qu'on a qui est arrivée, qui est un petit peu annexe, mais elle reste intéressante. J'ai quelqu'un qui me demande si le processus d'acceptation n'est valable que dans la maladie de Parkinson, mais aussi sur d'autres pathologies comme le cancer, donc le processus de deuil et d'acceptation. Alors, c'est quelque chose qui vaut pour tout et pas seulement même pour la question des maladies. C'est face à toutes les épreuves qu'on est amené à rencontrer et qui nous mettent en situation de crise. Et donc, ça inclut la maladie de Parkinson, et puis c'est notre objet aujourd'hui au sein de ce webinaire animé par France Parkinson. C'est un exemple de crise, mais voilà, ça peut s'étendre à évidemment d'autres maladies ou d'autres situations de vie, comme par exemple voilà, des divorces, la perte d'un emploi, toutes les étapes de vie qui amènent une remobilisation des ressources personnelles. D'accord.
Super, merci. Et du coup, si je comprends bien ce que vous dites, on a parlé des proches, mais du côté du soutien qu'ils pouvaient apporter aux personnes malades. Mais est-ce que eux aussi ont ce travail de deuil à faire? Et si c'est le cas, peut-être Marie-Dominique aussi, un témoignage sur cette question de l'entourage, du deuil. Moi, mes enfants, il a fallu qu'ils changent leur comportement. Déjà, bon, j'avais subi un veuvage juste avant, donc ils avaient pris un petit peu une position plus adulte. Et là, avec le Parkinson, ils ont très envie de me couver, de me protéger. Moi, j'ai pas envie. Donc, on a restitué un petit peu. Oui, c'est vrai, parce que là, on a centré notre exposé sur le patient, mais fatalement, la maladie, elle rentre dans une famille. Elle modifie les manières d'être et les projets de l'ensemble des membres de la famille. Et puis même, on parle de la famille, mais ça peut être aussi des amis. En tout cas, puisqu'elle remet en cause en fait tout ce qu'on est, comme on le disait, et tout ce qu'on va être. Donc, ça modifie aussi la manière d'être en lien et de se projeter pour toutes les personnes qui interagissent avec le malade. Là, dans une vision plus large, plus systémique des choses, on voit que ce qui touche l'un touche l'autre. Et fatalement, donc, le travail de deuil, le travail d'acceptation, le travail de remobilisation, le faire face, ça inclut aussi toutes les personnes qui sont de près ou de loin concernées par la maladie. Et ces étapes, donc, qu'on a vues, des étapes de choc, de déni, de refus, de tristesse, vont toucher les proches dont on doit également prendre soin. Donc les proches, mais aussi les amis qui sont moins proches, peut-être les collègues aussi. Oui, les proches, voilà, quelle que soit leur distance finalement, du moment qu'ils sont en lien. On pourrait dire les connecter en quelque sorte. Très bien. Est-ce que l'une ou l'autre souhaiterait ajouter quelque chose? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de questions. Moi, c'est vraiment, voilà, terminer sur un message d'espoir que ce sont des moments qui sont évidemment difficiles. On a mis l'accent sur la question du bouleversement et que ça donne, voilà, ce sentiment parfois qu'on va jamais y arriver. Et pourtant, voilà, ce qu'on voulait amener à travers cette expérience partagée avec Marie-Dominique et moi, tout ce que me transmettent tous mes patients à qui je voudrais aussi rendre hommage, c'est cette idée qu'au-delà de l'adversité, au-delà de la difficulté, l'espoir est possible et que voilà, cette espérance, il faut la garder en soi toujours. Et ne pas s'en vouloir si on a des moments de désespoir. Oui. Surtout ne pas s'en vouloir, parce que si on culpabilise, on perd beaucoup de temps. Voilà, la douceur envers soi-même, en fait. Alors, les questions arrivent tout doucement, c'est super. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas centré sur l'annonce du diagnostic, comment annoncer la mauvaise nouvelle, mais un lien est fait par un des participants sur est-ce que la manière dont le diagnostic est annoncé influence derrière sur ce processus de réadaptation, de reconstruction. Est-ce qu'il y a un lien Oui, il y a un lien manière... direct et qui a été bien expliqué. Il y a de nombreuses études sur le sujet. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, sur notre thème, c'était le rebond. On pourra sans problème prendre du temps aussi, un autre moment pour réfléchir sur quelles sont les conditions pour effectuer une bonne annonce du diagnostic pour qu'elle soit reçue la mieux possible.
à la fois en tenant compte du côté de l'annonceur et puis de la personne à qui on annonce. Mais effectivement, toutes les études sur le sujet concordent dans le fait que la façon dont l'annonce est faite va influer sur la façon dont, évidemment, elle va être reçue et sur l'adaptation ensuite qui va pouvoir être mise en place et la facilitation des processus psychiques qui vont pouvoir se déployer au fil du temps. Tout à fait. Bah, c'est justement une des questions qu'on a, c'est est-ce qu'il y a une bonne manière d'annoncer les choses? Donc, de ce que j'entends, peut-être ça fera l'objet d'un nouveau sujet pour un autre webinaire parce que ça doit être un sujet tellement vaste, j'imagine qu'on ne va pas pouvoir l'aborder rapidement. Aujourd'hui, ça va être compliqué, mais effectivement, c'est un vrai sujet sur lesquels, en fait, on a beaucoup réfléchi et sur lesquels il y a des choses importantes à dire et à échanger ensemble. Super. Marie-Dominique, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, oui, tout de même. Ce qui m'a beaucoup mis le pied, j'irai à l'étrier, c'est tout de même d'avoir été à une conférence de France Parkinson, un regroupement de beaucoup de gens. Et là, vraiment, pour moi, ça a été un moment du tournant. Pour moi, c'est une évidence. Ah oui, les associations de patients sont essentielles. Oui. Ouais. Les gens étaient là, ils étaient chaleureux, et les aidants comme les malades, et c'était vraiment très bien. Oui, il y a un sentiment de cohésion, d'appartenance, de renouer avec la possibilité du lien, en fait. Et ça aide à se réancrer, à retrouver cette possibilité de retourner vers l'extérieur et de dépasser ce temps pourtant nécessaire de recentrage sur soi et pour aller de nouveau vers le monde et vers les autres. Et moi, ça a été vraiment important, ce moment-là. Qu'est-ce que tu en as retiré? L'envie de faire la même chose pour les autres. L'envie de transmettre. Je pense que c'est de transmettre la chaleur du lien social, et puis tout ce qu'on apprend à côté. L'importance de l'activité physique, tout quoi. Il redynamise sur tout l'ensemble. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. En tout cas, l'exposé devait être très, 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 très parfait, clair et répondre aux questions des personnes, puisqu'on a essentiellement des remerciements de la part des personnes qui participent, à l'une comme à l'autre. Donc, voilà, on se laisse peut-être encore quelques minutes s'il y a d'autres questions. C'est vrai que je voulais revenir sur un point peut-être parce que vous avez beaucoup parlé de l'engagement bénévole dans le processus d'acceptation, mais pas forcément dans le fait de mettre ça en place pour rebondir après l'annonce. Et donc l'exemple de Marie-Dominique nous montre que oui, ça l'a beaucoup aidé. Est-ce que Anne-Laure, vous avez d'autres témoignages chez vos patients? Pardon, en fait, j'ai eu un petit moment d'inattention. J'étais en train de lire les questions qui apparaissaient sur le chat. J'ai pas écouté. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres partages d'expérience, vous, de chez vos patients qui se seraient engagés bénévolement, non pas dans le processus d'acceptation, mais dans le fait de rebondir après la maladie? Qui se seraient engagés, vous voulez dire, auprès de France Parkinson, par exemple? Oui, tout à fait. Oui, je pense que ça donne un élan, en fait, et que ça nourrit ce besoin d'appartenance, en fait, et puis de contribution, comme le disait Marie-Dominique. C'est-à-dire qu'après avoir reçu, finalement, aussi de pouvoir redonner et transmettre, c'est quelque chose qui, finalement, est nourrit certains besoins essentiels et que ça, du coup, les personnes investies se sentent
plus en phase avec leurs valeurs. Et puis aussi cette idée que, comme on l'a vu, parfois on a des moments où on se sent mieux que d'autres. Dans les moments un peu de creux, le fait d'être bénévole, d'être investi, on se sent empreint d'une responsabilité et ça permet de se remobiliser, peut-être, vous voyez, de la même façon que quand on est parent et que même quand son enfant est malade, et ben on doit quand même soi-même l'accompagner. Enfin, quand nous-mêmes on est malade, on doit quand même accompagner notre enfant à l'école, vous voyez. Et ben c'est un peu la même chose. Même si on va pas très bien, on va avoir tendance à malgré tout chercher en soi des cordes pour pouvoir quand même faire face, affronter. Donc ça permet voilà, de gagner en persévérance, en élan et en reconnaissance. Donc beaucoup de bénéfices dont on peut tirer de cet engagement. Comme on a un peu de temps, Marie-Dominique, j'aurais aimé peut-être que tu nous partages les accompagnements que tu as fait en tant que patient ressource dans le cadre de ce programme Pas à Pas avec Parkinson pour peut-être permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'on peut proposer. J'en ai pas fait beaucoup d'accompagnement pas à pas. J'ai eu 2 personnes, puis voilà, donc 2 accompagnements ponctuels. Je pense que ça les a aidés. J'ai pas eu de retour. Je pense que ça les a aidés. L'échange a été chaleureux, constructif pour moi. Mais bon, ensuite, je sais pas. Donc concrètement, c'est des échanges par téléphone. Oui. Et par contre, j'ai des amis qui ont un problème de Parkinson, la maladie de Parkinson, et avec elles, on construit vraiment des choses, on met en place des choses petit à petit. Donc oui, c'est important. Ouais. Donc c'est un entretien qu'on propose, alors peut-être 2 en fonction, voire 3 par téléphone. Donc je vous remets le lien aussi, enfin les contacts pour ceux qui souhaiteraient y participer. Donc vraiment l'idée c'est de vous permettre de partager sur vos éventuelles difficultés, votre compréhension aussi de la maladie, et puis de vous orienter au maximum vers les propositions, qu'elles soient celles de France Parkinson ou des ressources extérieures aussi, hein, parce que vous en avez beaucoup parlé toutes les deux, que ce soit au temps de la retraite ou quand on travaille, de garder aussi cette individualité qui n'est pas liée à la maladie. Donc il y a beaucoup de choses qui sont proposées par les municipalités en dehors de France Parkinson, et donc il y a plein de ressources auxquelles les gens peuvent avoir recours pour avoir du soutien, de l'accompagnement et des activités. Oui, et puis aussi, voilà, ces programmes d'éducation thérapeutique, lorsque les personnes peuvent y accéder, c'est vraiment aussi en complément ça permet d'aborder avec d'autres patients l'ensemble des facettes de la maladie. C'est aussi quelque chose qui ouvre des perspectives et qui permet d'élargir son horizon. C'est ça le problème, par contre, c'est que c'est pas accessible à tout le monde. Parce que moi, je vois, il n'y a pas de comité, régional dans la ville où j'habite. Enfin, il y a quelqu'un, mais rien ne s'y fait. Oui, alors c'est pour ça justement que cette proposition pour les personnes nouvellement diagnostiquées, pour le moment, se passe au niveau du national. Donc, c'est pour aussi permettre aux personnes qui n'auraient pas la chance d'avoir un comité dans leur département de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un soutien. Il y a le soutien psychologique aussi, hein, qui est accessible où qu'on se trouve en France et qu'on a un comité ou pas. Et puis peut-être que il y a un moment où si on n'a pas de comité dans son département, c'est aussi peut-être l'occasion de s'investir pour créer un comité. Et c'est vrai que dans les commentaires là, on me dit effectivement parfois le temps est parfois long, hein, entre le diagnostic et le fait que les personnes viennent vers l'association. Donc voilà, c'est parfois aussi
un rapport au temps qui est fluctuant, qui est très différent en fonction des personnes. Oui, souvent les gens doivent s'informer de la maladie avant, savoir exactement lire sur la maladie maintenant. C'est important ça aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui circulent malgré tout. Et là, on voit même cette expérience-là de pouvoir intervenir en distanciel pour faciliter l'accessibilité de l'information à tous. Ça fait partie des initiatives importantes. Voilà. Tout à fait. Super. Bah, écoutez, je vois que ça s'est un petit peu calmé du côté des questions, des réponses. Je vous ai mis dans la discussion du webinaire le lien pour le questionnaire. Si vous voulez bien, messieurs, dames, qui avaient suivi notre présentation, prendre le temps d'y répondre, c'est très important pour nous, pour voilà, évaluer cette proposition qui vous a été faite. On vous propose aussi de nous suggérer des sujets, même si du coup, on en a déjà un qui a pas vraiment tout trouvé. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à y répondre. On reste bien évidemment à votre disposition chez France Parkinson. Si vous avez la moindre question, vous avez nos coordonnées. Et encore une fois, eh bien, je vous remercie toutes les deux pour tout ce que vous nous avez partagé ce matin. Merci, un grand merci à vous tous et à vous, Alix, pour nous avoir proposé cette initiative. Avec grand plaisir. Dominique. Merci à vous. Merci. Et donc, le webinaire sera disponible en replay dans les prochaines semaines sur le site, sur la chaîne YouTube, pardon, de France Parkinson. Très bon appétit à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.